Dans cette cinquième et dernière vidéo sur les intégrales généralisées, nous allons nous intéresser à la notion d'intégration par partie et à la formule de changement de variable. La question à laquelle on tâchera de répondre ici est la suivante. Peut-on utiliser la formule de changement de variable ou réaliser une IPP avec une intégrale impropre? Commençons avec la notion d'intégration par partie pour une intégrale généralisée. Prenons f et g, deux fonctions de classe C1 sur AB, où B est une borne impropre. On suppose en plus que le produit fg admet une limite en B. Alors avant d'aller plus loin, peut-être que certains ne connaissent pas la notion de fonction de classe C1, donc je vais l'expliquer maintenant. Une fonction de classe C1 est une fonction qui va être dérivable dont la dérivée est continue. Une fonction par exemple de classe C2, c'est une fonction qui va être deux fois dérivable dont la dérivée seconde va être continue. On dit aussi qu'une fonction est de classe C0 lorsqu'elle est tout simplement continue. Si vous êtes curieux, je vous invite à essayer de trouver une fonction qui est dérivable dont la dérivée n'est pas continue. Vous allez voir, en réalité, c'est pas une chose facile. Continuons. Ainsi, sous ces hypothèses, nous avons que l'intégrale entre a et b de f' de t g de t et l'intégrale entre a et b de f de t g' de t sont de même nature. Si elles convergent, on a l'égalité suivante. L'intégrale entre a et b de f' de t g de t égale la limite quand t est envers b de f de t g de t moins f de a g de a moins l'intégrale entre a et b de f de t g' de t. En fait, on retrouve ici la formule d'intégration par partie. Et en réalité, le premier terme du membre de droite correspond au terme généralement écrit entre crochets f de t, g de t pris entre a et b. Voyons ensemble la démonstration de ce résultat. Ça sera d'ailleurs peut-être pour vous l'occasion de découvrir d'où vient la formule d'intégration par partie. Pour trouver la formule d'intégration par partie, on part en réalité de la dérivée du produit de fg. On a que la dérivée du produit de fg est égale à f'g plus fg', que l'on peut réécrire tout simplement en disant qu'il s'agit de f'g qui est égal à la dérivée du produit de fg moins fg'. Ensuite, on va intégrer cette égalité sur un segment fermé entre a et x. Ainsi, pour tout x appartenant à l'ouvert AB, on a que l'intégrale entre a et x de f' de t g de t est égale à l'intégrale entre a et x de f de t g de t' moins l'intégrale entre a et x de f de t g' de t. Ensuite, il se trouve que la primitive de la dérivée du produit f de t g de t, c'est justement le produit f de t g de t. Donc, le premier terme du membre de droite s'écrit entre crochets f de t, g de t pris entre a et x. On peut ensuite tout simplement réécrire que l'ensemble est égal à f de x, g de x, moins f de a, g de a, moins l'intégrale entre a et x de f de t, g' de t. On retrouve sur cette dernière ligne les deux intégrales que l'on souhaite comparer. Maintenant, si on essaye de faire tendre x vers b, comme fg admet une limite finie en b, on remarque que si l'intégrale entre a et b de f' de t, g de t converge, alors nécessairement l'intégrale entre a et b de f de t, g' de t converge aussi, et réciproquement. Puis on obtient tout simplement l'égalité en passant à la limite quand x tend vers b. Voyons comment utiliser cette propriété sur un exemple. Par exemple, si on souhaite calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus t carré le tout divisé par t carré, on peut en fait trouver ce résultat en faisant une intégration par partie. Dans la méthode, je vous conseille de toujours écrire les fonctions auxiliaires que vous allez utiliser pour votre théorème. Ça vous permettra peut-être de ne pas vous tromper et ça permettra à l'examinateur de comprendre le calcul que vous êtes en train de faire. Ici, on va poser f' de t qui est égal à 1 sur t carré et g de t qui est égal à ln de 1 plus t carré. Ensuite, on doit trouver la primitive de f' de t, c'est-à-dire f de t qui est justement égale ici à moins 1 sur t.
Puis on doit dériver g de t, et cela nous donne g' de t est égal à 2t divisé par 1 plus t carré. Étant donné que l'on ne sait pas encore si l'intégrale converge, on va rédiger les choses proprement en se plaçant sur un intervalle fermé entre x et 1. Sur cet intervalle, on va réaliser notre intégration par partie, puis on fera tendre x vers 0. L'intégration par partie donne que l'intégrale entre x et 1 de ln de 1 plus t carré le tout divisé par t carré est égale à, entre crochets, moins ln de 1 plus t carré le tout divisé par t, entre x et 1, plus 2 fois l'intégrale entre x et 1 de 1 sur 1 plus t carré. Le dernier terme du membre de droite est une intégrale connue. On peut donc écrire que l'ensemble est égal à, entre crochets, moins ln de 1 plus t carré le tout divisé par t pris entre x et 1, plus 2 fois, entre crochets, arc tangente de t pris entre x et 1. Maintenant, on souhaite essayer de faire tendre x vers 0 et on a un problème de limite à résoudre pour les termes entre crochets. En effet, le terme moins ln de 1 plus t carré le tout divisé par t va être une limite indéterminée quand t tend vers 0. Le plus simple ici est de calculer un équivalent de ce terme pour pouvoir résoudre la forme indéterminée. On a que ln de 1 plus t carré est équivalent à t carré en 0, puis si on multiplie par 1 sur t, on obtient que ln de 1 plus t carré le tout divisé par t est équivalent à t en 0. On a donc que le terme entre crochets moins ln de 1 plus t carré le tout divisé par t pris entre x et 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. On peut donc maintenant passer à la limite et on trouve que notre intégrale tend vers moins ln de 2 plus 2pi sur 4 quand x tend vers 0. Finalement, on obtient que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus t carré le tout divisé par t carré est égale à pi sur 2 moins ln de 2. Vous aurez peut-être remarqué que ici, dans la méthode, le plus simple lorsque l'on a à calculer une intégration par partie pour une intégrale généralisée, c'est de se ramener une intégrale classique sur un intervalle fermé, ici en l'occurrence entre x et 1, et on fera tendre x vers la borne impropre à la fin du calcul. Voyons maintenant comment se déroule le changement de variable lorsque l'on a affaire à une intégrale généralisée. Prenons f, une fonction de ab dans R, continue sur cet intervalle, où b est une borne impropre, ainsi que phi, la fonction qui constituera le changement de variable, et qui doit être une fonction de alpha bêta dans R, de classe C1 sur alpha bêta ouvert, strictement croissante sur cet intervalle, et bijective de alpha bêta dans AB. On considérera aussi que bêta peut être une borne impropre. Sous ces hypothèses, on a le résultat suivant, l'intégrale entre a et b de f de x dx et l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de x phi' de x dx sont de même nature. De plus, en cas de convergence, on obtient l'égalité suivante, l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de x phi' de x dx. Sur le plan théorique, cette propriété peut être assez difficile à digérer. Si vous comparez les hypothèses énoncées ici avec les hypothèses requises pour faire un changement de variable sur une intégrale classique, vous remarquerez qu'il y a quelques hypothèses supplémentaires, notamment le fait que la fonction phi doit être bijective et strictement croissante. J'ajouterai aussi quelques remarques à cet énoncé. Le théorème reste valide dans le cas où la fonction phi est strictement décroissante sur l'intervalle alpha-bêta, et on a l'égalité suivante. L'intégrale entre a et b de f de x dx est alors égale à l'intégrale entre bêta et alpha de f de phi de x phi' de x dx. Par rapport à l'égalité précédente, on a en fait interverti les bornes alpha et bêta. La bonne nouvelle, c'est que dans les exercices que vous aurez à traiter, le changement de variable sera toujours proposé. Ainsi, la fonction phi vérifiera toujours les hypothèses de l'énoncé. Dernière bonne nouvelle, la démonstration de ce résultat est ici admise.
Voyons maintenant comment procéder au travers d'un exemple. Essayons de déterminer la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de 1 sur x dx en posant le changement de variable x est égal à 1 sur t. Vous allez voir que l'existence de cette intégrale n'est pas évidente. En effet, si on trace la fonction sinus de 1 sur x, on observe ce graphe. On voit que lorsque l'on se rapproche de 0, la fonction sinus de 1 sur x se met à osciller violemment et à changer de signe. Il faut alors s'imaginer que l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de 1 sur x dx constitue l'aire sous cette courbe. Vous l'aurez compris, pour l'instant, on ne sait pas si l'intégrale converge ou si elle ne converge pas. Il est même difficile de s'en faire une intuition. Ainsi, comme pour le calcul d'intégration par partie, on va commencer par se placer sur un segment fermé pour calculer une intégrale bien définie. Ça sera d'ailleurs pour moi l'occasion de vous rappeler la méthode pour calculer l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé à l'aide d'un changement de variable. La première étape consiste à remplacer notre variable x par la variable t. Pour ce faire, on commence par réaliser un petit calcul au brouillon, calcul qui n'a d'ailleurs pas vraiment de sens mathématique, mais qui a pour intérêt de nous donner le bon résultat. On dérive donc x par rapport à t en écrivant dx sur dt est égal à moins 1 sur t carré, puis on réalise une séparation des variables en écrivant que dx est égal à moins dt sur t carré. Une fois que ce premier calcul a été réalisé, on est prêt pour pouvoir modifier toutes les variables qui dépendaient de x par des variables qui dépendent de t. On a donc pour tout y appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, l'intégrale entre y et 1 de sinus de 1 sur x dx qui est égal à l'intégrale de moins sinus de t dt sur t carré. Et ici, il ne faut pas oublier de changer les bornes de l'intégrale en se posant la question suivante. Lorsque x valait y dans la première intégrale, que vaut désormais t? Puisque x est égal à 1 sur t, eh bien lorsque x vaut y, t vaut 1 sur y. De même, lorsque x prend la valeur 1, t doit prendre la valeur 1. D'après l'égalité, x est égal à 1 sur t. Pour éviter de s'embarrasser du signe moins, on va intervertir les bornes et on obtient l'intégrale entre 1 et 1 sur y de sinus t sur t carré dt. Maintenant, on va essayer de faire tendre y vers 0. Lorsque y tendra vers 0, 1 sur y tendra vers plus l'infini. Ainsi, pour savoir si l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de 1 sur x dx converge ou non, il faut essayer de la comparer à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré dt. C'est un calcul qu'on a déjà réalisé. L'idée est de majorer la valeur absolue de sinus t sur t carré par 1 sur t carré. Puis, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t carré converge, c'est une intégrale de Riemann. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré converge absolument, donc converge. Finalement, par changement de variable, l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de 1 sur x dx converge. De plus, on a le résultat suivant. L'intégrale entre 0 et 1 de sinus de 1 sur x dx est égale à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré dt.